Bonjour à toi, j'espère que ça va dans ta vie, ton quotidien, ton cœur, pour les tiens. J'espère que tu chemines dans cette conscience de ce qui est actuellement, de ce qui se passe dans nos sociétés. Au-delà du Covid, bien plus grave, c'est cet effondrement écologique, hein, bien sûr, où il y a plein de gens qui disent que ça n'est pas vrai. Cependant, à un moment, si c'est vrai, il y a plus de chances que ça le soit. Euh, des fois, il y a des choses, je sais pas si tu as déjà arrivé dans ta vie. En fait, tu as eu des avertissements et puis à un moment, c'est juste trop tard. C'est juste fini. Et on ne peut plus le changer. C'est ce qui risque de se passer pour nous. Donc j'espère de tout mon cœur que tu chemines vers cette conscience-là pour pouvoir agir pour toi et pour les autres. Au-delà de protège-toi et protège les autres avec un masque, qui est une vaste supercherie, là il y a beaucoup plus important à faire. Cependant, je le sais d'expérience, qu'il n'est pas facile là-dedans de ne pas se perdre, de ne pas s'oublier et de continuer à vraiment prendre soin de soi pour ne pas être juste soit en colère, soit désespéré, soit comment ils disent maintenant, puisqu'il y a des gens qui adorent mettre des termes partout, que tu fasses de l'éco-anxiété, voilà, ou de la phobie sociale. Du coup, moi, ce mois-ci, là, pour compléter mon article du Bel et Rebelle numéro 3, qui est sur la violence, qu'en est-il de la violence, je te propose une petite lecture avec moi, tu vois, de ce Science et Vie, tu vois, la grosse enquête Covid, oh, bah dis donc, Covid-19, enquête sur le vaccin. En fait, le truc qui est intéressant, c'est que ce Science et Vie, il date de novembre 2020. Donc les vaccins n'étaient pas sortis. C'est un magazine scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Je crois que les auteurs ont essayé, il y a plusieurs articles, donc quelques auteurs, je crois que les auteurs ont essayé de faire quelque chose d'assez neutre. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui est dit là, ce qui est évoqué, donc les potentiels et probabilités, les possibilités de vaccins, de développement, de mise sur le marché, de gestion, de proposition au public, et ce qui se passe aujourd'hui. Où, bien sûr, le vaccin n'est pas encore obligatoire, mais où il y a un chantage énorme, et on ne cesse de voir, là je viens encore de voir, là il y a 2 minutes, à Guéret, un tour de manège gratuit proposé pour la vaccination des enfants de moins de 2 ans. On a vu déjà au Québec toute la campagne publicitaire où ils font passer les ados comme sur un podium, un tapis rouge, comme un truc de star. Enfin, il y en a plusieurs des trucs comme ça. Il y a un gros chantage qui est en train de se faire, où là, avec le variant Delta, il y a je ne sais plus quelle grande usine, grande industrie, il y a un mec qui a eu le variant, donc ils ont vacciné tous les employés. Voilà, on parle de vaccination pour les enfants qui ne sont absolument pas transmetteurs du virus, vecteurs. Il y a un petit article, un petit encart sur ça. Donc, je vais y aller. Je vais pas tout lire, mais je vais quand même en lire pas mal, finalement. Alors, enquête sur le vaccin. Quand sera-t-il prêt? Sera-t-il sans danger? Efficace? Attendu comme un produit miracle, développé en un temps record, déjà pré-acheté en masse par certains pays, novembre, le vaccin contre le coronavirus suscite les vocations, les convoitises et quelques dérives. Si de nombreux spécialistes le considèrent comme notre seul moyen de retrouver la vie d'avant, vaste supercherie, ça c'est moi, les questions s'accumulent. Efficacité, effets secondaires, répartition géographique et choix des publics à vacciner, stockage et transport, acceptabilité sociale. Alors, répondre à une pandémie par un vaccin, quand on y pense, le défi paraît insensé. Une pandémie, par définition, est une propagation brutale et mondiale
d'une maladie, soit l'exact opposé du rythme de développement très laborieux et scrupuleux d'un vaccin, lequel nécessite de caractériser le pathogène et son mode de fonctionnement, de comprendre comment le corps organise sa défense, de reproduire au mieux cette défense artificiellement, de tester l'innocuité du nouveau médicament à grande échelle sur le long terme, d'assurer sa distribution de la manière la plus efficace et acceptable possible, et on en passe. Le temps de franchir une à une toutes ces étapes, et le fléau aura eu le loisir de frapper l'humanité à plusieurs reprises insensées. Sauf que pour un bon nombre de spécialistes, seul un vaccin contre le coronavirus peut nous permettre de retrouver une vie normale. Même si les médecins multiplient les avancées dans le traitement des maladies du Covid-19. Donc en fait, on n'a quasiment rien qui est dit sur cette capacité à traiter la maladie, à part bien sûr ceux qui sont arrivés aux urgences, et qui ont été sous respirateur. Par contre, des traitements quand la maladie est anodine, parce que là, on parle de retrouver ce vaccin qu'on développerait extrêmement rapidement pour retrouver une vie normale, que ça serait la seule solution. On peut toujours mettre en exergue ces chiffres de morts et de cas graves, puisque ça n'est pas la majorité, et que c'est sur quoi on se base pour développer quelque chose et parler vraiment d'une pandémie. Quand tu as le Covid comme un gros rhume, on ne peut pas parler de pandémie. Et justement, les différences ne sont pas faites, toujours pas. Babouche! Babouche, babouche! Viens ici, babouche, viens là! Excuse-moi, je viens d'arriver sur mon terrain et j'ai mon chat que je viens d'amener. Et il y a 2 autres chats. Et voilà, pour l'instant, là, c'est la rencontre. Alors, c'est un peu le bordel. J'espère que je ne vais pas devoir arrêter la vidéo. Donc voilà, mettons les chiffres en exergue. Et on peut peut-être revoir cette précipitation. Enfin, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, puisque là, c'était novembre et on est en juillet. À créer ces vaccins. Alors donc, pour mettre fin à ce cauchemar, le mieux serait encore de prévenir en amont la maladie en dopant ingénieusement nos systèmes immunitaires. La vaccination, c'est l'espoir de faire mieux que la nature. Donc des fois, je les trouve un petit peu pro, et puis des fois, je vois qu'ils ont un certain recul. Pro-vaccin, donc je veux dire. Et en fait, justement, doper ingénieusement nos systèmes immunitaires, c'est quand même une phrase qui questionne vraiment, puisque l'humanité s'est construite sur notre système immunitaire, sinon on n'aurait pas pu survivre. Et avec chaque maladie, on voit qu'il y a une immunité collective. Pour cette maladie, ça reste encore et encore quelque chose qui serait impossible à atteindre, et ça n'est pas juste. Si on n'avait pas d'immunité, en plus il existe plusieurs coronavirus depuis plusieurs années, donc il y a déjà une forme d'immunité qui s'est construite face au coronavirus. C'est pour ça qu'en réalité, il y a peu de cas, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce que le coronavirus change, évolue, mais il y a toujours une souche qui est similaire. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui ont une immunité. Et ça, on ne le dit pas. Donc voilà, là, en parlant de doper ingénieusement, donc par le vaccin, notre système immunitaire, je ne sais pas si c'est si ingénieux que ça, si on a le droit de dire ça. Donc cette ambition mobilise actuellement nuit et jour, les laboratoires du monde entier, blablabla, créer le vaccin. 10 mois après avoir caractérisé ce nouveau virus SARS-CoV-2, pas moins de 193 vaccins candidats étaient recensés par l'OMS, dont 42 en phase d'évaluation chez l'homme. Imaginez qu'il ne s'est écoulé que 63 jours entre le décryptage du génome du coronavirus et l'injection dans un bras humain de la première dose de vaccin créée par la firme américaine Moderna Therapeutics. Au moment où nous écrivons ces lignes, 10 vaccins sont déjà en phase 3, la dernière étape, avant l'autorisation de mise sur le marché. Du jamais vu dans l'histoire, une performance presque irréelle quand on sait que le développement d'un vaccin dure en moyenne 10 ans, avec un risque d'échec d'environ 90%. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose, un pourcentage qui est à prendre en compte dans la création du vaccin. Donc la phase 3, c'est celle qui se passe en ce moment. Tous les gens vaccinés sont cobayes de la phase 3 et donc en fait participent à la création du produit
pour l'autorisation de mise sur le marché. Pour l'instant, c'est une autorisation provisoire où on a dit que c'était à cause de la pandémie. Mais ça n'est pas quelque chose de juste et on a le droit d'une façon humaine et citoyenne de ne pas être d'accord avec ça, droit qu'on tend à nous enlever. Voilà, donc 90% d'échecs sur une moyenne de 10 ans pour la création des vaccins. Pourquoi est-ce que là, ça serait bon, comme ça, maintenant, et donc qu'on nous obligerait à le faire? Donc la fin des phases 3, le plus proche, je crois que c'est Moderna ou AstraZeneca, octobre 2022, et le plus loin, c'est octobre 2023 pour Pfizer. Donc, vous voyez, on a le droit de dire non, d'attendre, de voir. Surtout toujours comparé aux chiffres, hein, parce que est-ce qu'on peut réellement parler de pandémie, par exemple par rapport au diabète, qui bien sûr n'est pas un virus, mais qui par le virus du capitalisme, en fait, est quelque part viral, puisque le sucre, l'excès de sucre, le sucre industriel, la capitalisation du sucre, la publicité du sucre, c'est ce qui est mis en avant sur la planète. Ça peut se comparer à un virus, ça touche beaucoup plus de monde. Bon, bien sûr, c'est un sujet à discussion. Alors, cette course folle ne se fait pas sans accroc. On ne compte plus les promesses délirantes, les manipulations politiques, les dérives éthiques ou méthodologiques. L'excès de précipitation guette un peu partout. Donc, ça n'est pas que les complotistes qui le disent. Mais la confusion règne aussi dans les laboratoires. C'est assez intéressant, hein, vraiment. Chacun conçoit ses essais cliniques pour qu'ils donnent le meilleur résultat possible, le plus tôt possible. Critique Else Torel, ex-directrice de la campagne Accès aux médicaments des Médecins sans frontières. Les placebos ne sont pas les mêmes, les populations vaccinées non plus, l'efficacité des vaccinations n'est pas mesurée de manière homogène, même la façon de comptabiliser les cas de Covid-19 diffère d'un essai à l'autre. Donc, il sera impossible de comparer les différents vaccins entre eux. Est-ce que ça n'est pas un problème? Pour, selon le type de public, la santé que tu as, ton immunité, ton terrain, tes intestins, deuxième cerveau, responsable d'une base de beaucoup de cancers. Ce qui est vraiment fort là-dedans, c'est qu'encore une fois, on ne met jamais en exergue toutes les alternatives de santé qui existent, qui sont pour la plupart millénaires, hein, quand même, qu'on va aujourd'hui classer dans des dérives sectaires ou dans du complotisme. Et là, ça montre, il sera impossible de comparer les différents vaccins, critique la scientifique. Autrement dit, pas moyen de dire avec certitude quel sera le meilleur remède, sachant que dans la précipitation, de nombreuses alternatives ont été mises de côté. L'immense majorité des projets vise à déclencher des anticorps contre une seule protéine du virus, la spike. De nombreuses alternatives ont été mises de côté. Susceptible de muter, cette protéine spike, qui plus est sans égard pour d'autres cibles, d'autres agents de l'immunité, comme les lymphocytes T, et en considérant à peine d'autres modes d'administration plus pertinents du vaccin, par le nez ou la bouche par exemple. Donc les lymphocytes T, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est quand il y a une baisse ou une montée, mais je crois que c'est une baisse, cause de multiples cancers. Donc c'est quand même la maladie du siècle, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Il ne fait guère de doute que la plupart des laboratoires ne soumettront leurs candidats que lorsque les données démontreront leur sûreté et leur efficacité. Bon, ça c'est l'introduction du paragraphe. Tout le monde joue gros dans cette affaire. En fait, ceux qui se font des milliers d'euros, ils jouent pas gros, ils s'en foutent un peu, hein, parce que la capitalisation, elle est faite depuis longtemps. En fait, eux, ils ont déjà gagné leur argent quelque part, tu vois. Et comme Pfizer, par exemple, parce que les doses sont déjà vendues par milliards, donc eux, ils ont déjà gagné les sous. Que le vaccin soit efficace ou pas, c'est une seconde chose. L'argent, il est déjà gagné pour ces gens-là. Et Pfizer, par exemple, a eu, je ne sais plus pour quel cas, des amendes à presque 3 milliards qu'ils n'ont jamais payé. Donc, tu vois, l'argent est gagné, quoi qu'il en soit. Et ce truc du business, on ne peut pas l'oublier. C'est une réalité de notre monde, de notre économie capitaliste.
Mais le bénéfice sociétal de voir sortir un vaccin très rapidement prend aussi le pas sur le temps de l'analyse et l'accumulation des preuves. Un jeu possiblement dangereux au point que les groupes pharmaceutiques discutent en ce moment avec les États une décharge de leurs responsabilités financières et judiciaires en cas d'effets secondaires qui n'auraient pas été détectés lors de ces essais cliniques accélérés. Ce qui est fait, c'est le cas actuellement. Si tu as des problèmes après avoir été vacciné, tu ne peux pas être prise en charge, ni de façon financière, ni de façon judiciaire. Les assurances ne prendront pas ça en charge. Étant donné le timing de développement, cette décharge est capitale. On ne trouvera pas d'assureur pour couvrir une telle responsabilité. Pour y voir plus clair dans ce chaos, nous avons décortiqué les premiers résultats des essais cliniques des vaccins candidats, exploré les modèles empiriques de vaccination, interrogé les meilleurs experts. Les experts, j'adore. J'adore parce que, tu vois, il y a des fois où les médias s'en servent à fond, les experts, et puis il y a d'autres fois où il y en a qui parlent mais on ne les écoute pas. Ben non, parce que ces experts-là ne nous intéressent pas, ils ne vont pas dans notre sens. Avec en tête les questions les plus brûlantes, ces premiers vaccins seront-ils assez efficaces pour prévenir la transmission et l'infection dans les mois à venir? Faut-il craindre des effets secondaires graves? Pourra-t-on fabriquer suffisamment de vaccins et les distribuer de manière équitable et surtout efficace? Et puis surtout, la population sera-t-elle d'accord pour se faire vacciner en masse? Enquête. Une course au vaccin sans précédent. Un développement accéléré. Donc la mise au point d'un vaccin demande en moyenne 10 ans. Celui contre le Covid pourrait être prêt en 1 an. Voilà. Donc phase d'essai et production sont en parallèle. Normalement, ce qui se passe pour un vaccin. Phase préclinique, études menées in vitro et sur animaux. Le but est de commencer à évaluer la toxicité et le pouvoir immunogène du produit. La phase 1, essai sur 10 à 100 adultes en bonne santé, évaluer la toxicité du traitement et son seuil de tolérance. La phase 2, essai sur 50 à 500 individus de la population ciblée, le but étant d'étudier la réaction immunitaire et définir la dose optimale. La phase 3, dans laquelle on est actuellement, essai sur 1000 à 100 000 individus, donc c'est déjà dépassé. But, confirmer l'efficacité vaccinale en conditions réelles, évaluation du bénéfice-risque. Donc, ce truc de 100 000 personnes, il est déjà dépassé. C'est fou parce qu'on est dans un truc qui est complètement hors la loi, où les gens ne sont pas protégés et où on nous menace, on nous chantage, on nous amène vers l'obligation. Quand ils pensent, c'est quand même dingue, et c'est quand même dingue d'être traité de complotiste quand tu parles de ça. Je veux dire, là, on demande juste du temps, de la transparence, des explications, peut-être moins de business. Bon, ça, franchement, j'y crois pas. Approbation, dernière phase, phase 4. Une instance nationale ou supranationale donne ou pas son autorisation. 5 techniques sont à l'épreuve. Ah oui, pardon, avant. La grippe, 28 ans, développement du vaccin, pour 30% d'efficacité actuellement. C'est pas rien quand même. Enfin, je veux dire, les chiffres, c'est une réalité, quoi. La varicelle, 28 ans. Papillomavirus, 15 ans. Qui a des effets secondaires extrêmement délétères, jusqu'à la mort, énormément de cancers. Énormément. C'est un énorme problème, le papillomavirus. Il y a beaucoup de gynécologues qui encouragent les adolescentes à ne pas se faire vacciner. Problème de stérilité, cancer et des problèmes gynécologiques à répétition. Rotavirus, 15 ans. Pédiatrique combiné, 11 ans. Ebola, 5 ans. Il y a 5 techniques de vaccin à l'épreuve. C'est assez intéressant, ça, je ne connaissais pas. Donc, vecteur viral. Principe, injection d'un virus atténué connu, par exemple la rougeole, dont on modifie le patrimoine génétique pour qu'il produise des protéines. Ne nécessite pas d'adjuvant, induit une réponse immunitaire complète, mais assez réactogène, effet secondaire modéré. Fabrication assez complexe et assez chère. Attendez, vous allez voir, côté business, c'est intéressant. Pardon, non. Virus inactivé. Principe. Injection de coronavirus tué avec du formol ou à haute température, afin que le système immunitaire apprenne à le reconnaître.
c'est sûr et stable, c'est peu réactogène, c'est une technique de production éprouvée. Le moins, c'est qu'il y a une réponse immunitaire variable et que plusieurs doses seraient nécessaires. Le virus atténué. Principe. Injection de coronavirus atténué susceptible de créer une infection à minima. La protection immunitaire se construit. Excellente réponse immunitaire et ne nécessite pas d'adjuvant. C'est très réactogène, ça peut devenir virulent, donc contre-indiqué chez les femmes enceintes et les immunodéprimés. Génétique. Injection d'ADN ou d'ARN messager de coronavirus, l'organisme vacciné exprime ensuite les protéines virales, donc là on ne parle que de la protéine Skype alors qu'il n'y a pas que ça, et éduque le système immunitaire. Méthode de production peu coûteuse et rapide. Peu coûteuse et rapide, alors qu'ils ont été vendus, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, j'ai pas pris les chiffres, mais on les trouve. Ça m'attriste tellement, ce foutage de gueule de l'humanité. Le moins, aucun recul, gros moins quand même, technologie nouvelle, instabilité thermique pour les vaccins ARN. Et le vaccin protéine, injection de protéines ou fragments de protéines de coronavirus pour déclencher une réaction immunitaire protectrice. Très sûr et stable, peu cher à produire. Pas de garantie d'une réponse immunologique cellulaire. Bon, celui-là, il n'y a aucun laboratoire, enfin, c'est pas suivi. Donc voilà, donc pour poursuivre, un changement d'article. L'immunité est-elle vraiment garantie ? Un vaccin et tout redeviendra comme avant ? Non, mais on peut espérer moins d'infections, moins de cas graves ou moins de morts. Donc, actuellement, c'est ce qui est dit, hein. C'est que si tu attrapes le Covid en étant vacciné, tu seras un cas moins grave, un cas moins lourd, donc moins de risque de mourir. Du coup, si on a cette réponse, qu'on espère cela, il n'y a pas besoin de vacciner tout le monde. Il faut vacciner simplement les personnes qui le souhaitent, d'une part, et les personnes avec des problématiques, des pathologies importantes, si elles le souhaitent aussi, à mon avis. Mais bon. Quels critères d'efficacité ? C'est durant les essais cliniques de phase 3 que l'on peut réellement estimer l'efficacité d'un vaccin. Cette dernière étape, avant l'éventuelle autorisation de mise sur le marché, consiste à comparer un groupe de plusieurs milliers de personnes qui reçoit le vaccin candidat avec un autre groupe homogène qui reçoit un placebo. Donc, soyons clairs, actuellement, ça n'est pas ça. C'est la phase 3, cobaye, pas de placebo. Tout le monde est vacciné. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Comment est-ce qu'on peut donner notre accord à ça ? À moins qu'on ait été dépossédé de notre capacité à réfléchir. Ni les participants ni les chercheurs ne savent qui prend quoi. Effet randomisé à l'aveugle. Donc là, il n'y en a pas, hein, je répète, parce que soi-disant la pandémie, état d'urgence sanitaire, blabla. Ne reste plus ensuite qu'à avoir esquissé l'œuvre du virus et à comparer les dégâts entre les différents groupes. Donc avec ça, il n'y a pas d'obligation possible, ni même pour le masque, ni même pour les confinements, ni même pour les attestations de sortie, etc. Oui, mais quels critères choisir ? On peut compter le nombre d'infections évitées au sein du groupe vacciné en procédant à des tests virologiques. Rien n'est standardisé et chacun définit ce qui est son objectif pour les laboratoires. Ainsi, pour le vaccin de Moderna, le premier critère d'efficacité est la réduction du nombre de cas de Covid, défini comme une personne qui développe au moins 2 symptômes, fièvre et toux, par exemple, et dont le test virologique est positif. Idem pour le vaccin d'AstraZeneca et de Pfizer, sauf qu'il suffit d'un seul symptôme et d'un test positif. Donc, on a vu que les tests positifs, il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Et les tests PCR, il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Et surtout, on peut avoir de la toux et de la fièvre pour beaucoup d'autres maladies que le Covid. Enfin, énormément. Même quand on est trop fatigué, on peut avoir de la fièvre, une petite poussée.
ou par exemple avant nos règles, ou quelque chose comme ça, pour nous les femmes. Donc un petit peu de fièvre, hop, c'est que le corps a besoin de travail pour se régénérer, pour se réparer et éliminer les toxines. Le cahier des charges, publié par l'OMS, reste extrêmement flou. Merci l'OMS. Sur ce point, seules indications. L'efficacité peut être mesurée via la réduction des cas de Covid, sans plus de précision. Des cas graves ou de la charge virale. Il ne se mouille pas. Et elle se doit d'être d'au moins 50%, avec un intervalle de confiance fixé à 95%. Donc ça veut dire qu'on accepte que 5 personnes sur 100 ne soient pas dans cette moyenne. En pratique, cela signifie que l'efficacité peut descendre jusqu'à 30%. Autrement dit, 3 chances sur 10 seulement d'être protégé par le vaccin. On en est là. Ça, c'est la réalité. Et ça n'est pas ce qu'on dit. Et on entretient toujours ces fameux clivages entre les gens sur lesquels je reviens tout le temps et qui sont dramatiques. Toutefois, il ne s'agit là que de recommandations. Donc oui, comme je disais, l'OMS ne se mouille pas. Les agences réglementaires avancent sur ce point. Non, bon, ça c'est États-Unis. D'ailleurs, dans les faits, il est probable que seuls les premiers vaccins soient jugés sur ces critères d'efficacité. Les autres devront simplement montrer qu'ils ne sont pas moins efficaces que ceux déjà autorisés. Pour cela, il suffira de prouver que les nouveaux vaccins entraînent une production d'anticorps à des taux équivalents ou supérieurs aux produits déjà approuvés. Ce qui ne nécessite plus de grandes cohortes, donc de grands essais, de grands tests. Là encore, avec le jeu des intervalles de confiance, ces essais de non-infériorité seront jugés satisfaisants, même s'ils sont 10% en dessous de l'efficacité du vaccin référence. Cela nous amène sur une pente glissante, témoigne donc un des spécialistes. À la fin, nous ne sommes même plus sûrs que les produits en question feront mieux que les placebos. Qu'il n'y a pas. Tu comprends? Donc, tout premier vaccin, pour l'instant, pas vraiment mis sur le marché, mais on vaccine les gens. Les autres devront s'aligner à leur taux d'efficacité, mais avec la manière de le calculer, ça fait descendre à 30% d'efficacité et donc encore baisser de 10% pour les autres vaccins, 20% d'efficacité, où on va vers l'obligation, vers vacciner des enfants, etc. Alors que certainement ils ne feront pas mieux que les placebos, parce qu'avec 20% d'efficacité, on ne peut pas savoir. Tu vois ? Tu peux faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose pour ça. C'est quand même assez grave. Prouver l'efficacité sur les cas graves ou la mortalité nécessite plus de excuse-moi, un peu fatiguée. Prouver l'efficacité sur les cas graves ou la mortalité nécessite plus de participants et des suivis plus longs. Donc, on nous bâcle. C'est pour ça que c'est sur toute la population. On nous bâcle. Pour une pandémie qui ne fait pas 1% de morts en France et à peine plus dans le monde. Pour une pandémie où on a continué à fermer des lits d'hôpitaux et où on a fait un génocide dans les EHPAD et où aucune industrie ne s'est arrêtée pendant les confinements, où il y a des gens qui se sont enrichis, où on nous manipule sur la santé, où on crée des clivages énormes entre les gens, on stigmatise de grands experts. C'est marrant parce que comment on pourrit la vie de certaines personnes comme Raoult ou d'autres qui seraient fachos, d'extrême droite, d'extrême gauche, sionistes ou j'en sais rien. Alors qu'au gouvernement, on a des gros pourris. Ou les procès, tout ça, dont ils sont, auxquels ils sont mêlés, sont affichés, mais on les laisse. C'est marrant. C'est vraiment guidé par des émotions
de stupidité. C'est terrible. Alors, pour en revenir à l'article, si on descend sous les 50%, on arrive à un point où les vaccins peuvent avoir très peu d'efficacité. Donc, commente un des experts. D'un autre côté, si nous fixons une limite d'efficacité entre 70 et 80%, nous pourrions ne pas avoir de vaccin tant que l'immunité collective n'est pas acquise naturellement. Pourtant, cette immunité naturelle collective, on n'en parle toujours pas, alors que c'est la base de l'existence humaine. Pas d'immunité, pas d'humanité. Tu vois ? En réalité, la notion d'efficacité dépend de l'objectif visé. L'idéal de toute vaccination est d'interrompre la transmission du virus pour empêcher sa propagation. Le vaccin contre la rougeole répond parfaitement à cet objectif. Il bloque le virus chez plus de 95% des personnes vaccinées. Et ce, pour toute la vie. Néanmoins, vu la contagiosité de ce virus, il est nécessaire de vacciner 95% de la population pour enrayer l'épidémie. Pour le SRAS-CoV-2, les travaux de modélisation montrent qu'avec un vaccin capable de prévenir 60% des infections, on pourrait empêcher l'épidémie à condition de vacciner 100% de la population, ce qui paraît totalement envisageable. En partant sur un taux de vaccination plus réaliste, mais toujours très optimiste, de 60%, le seuil d'efficacité doit atteindre 80% pour éviter l'épidémie. Ceci dit, il faut toujours socialement pouvoir gérer la maladie en arrêtant de mettre des interdictions aux gens si on ne restructure pas les services, n'embauche pas du personnel, remet de l'argent public dans les hôpitaux, interdire de faire du business avec la santé en gros quoi. Je sais, c'est un peu idéaliste, mais bon, il faut que je le dise quand même. Avec des niveaux d'efficacité inférieurs ou des couvertures vaccinales en deçà de 60%, le virus continuera de circuler. Ceci dit, pour combien de personnes est-ce qu'il est grave ce virus ? Alors oui, on va me dire oui, mais si, on peut en empêcher. Mais moi, j'aimerais bien qu'on empêche beaucoup d'autres maladies, qu'on en prévienne beaucoup d'autres. Et notamment pour ça, il y a pas mal de choses industrielles à arrêter dans l'agriculture, dans la nourriture, dans la pollution des produits et tout. Pourtant, on ne le fait pas. Et c'est pas vrai que c'est pas moins important parce que ça n'est pas viral. C'est pas vrai parce que ça touche tout autant, voire plus de gens. Donc finalement, que ça soit viral ou pas, parce que là, la viralité, on voit bien qu'elle touche peu de personnes en fait, en réalité. Comme je l'ai dit souvent, est-ce que tu regardes autour de toi ce qui se passe ? Combien de gens sont malades ? Combien de gens meurent de ça ? Vraiment ? Non. Dans ce cas, il faudrait d'autres vaccins dont l'objectif ne serait plus nécessairement d'interrompre la transmission, mais de réduire le nombre d'hospitalisations ou de morts. Et là, j'hallucine encore une fois avec ce que je te dis, parce que réduire le nombre d'hospitalisations, c'est bien, mais si on a la capacité d'accueillir les gens, l'hospitalisation n'est pas si importante que ça. Là, on nous a fait des chantages énormes avec les services de réanimation qui étaient pleins, mais on parle d'une pandémie et il y a 10 lits dans un département en réa. Donc, je suis désolée, on ne peut pas valider ça. Au final, ce sont bien les cas graves et les hospitalisations qui ont paralysé le pays, non l'infection elle-même. Merci. Si nous avons un vaccin qui ne prévient pas l'infection mais réduit de 80% les formes graves, on le recommanderait chez les personnes à risque face à des clusters. Toutefois, prouver une efficacité sur les cas graves où la mortalité nécessite forcément plus de participants et des suivis de plus longue durée, puisque seul un faible pourcentage des infections se traduit par de telles complications. Seul un faible pourcentage des infections se traduit par de telles complications. On est bien d'accord. Les essais en cours ont... Excuse-moi, j'ai perdu mon lien. Ouais.
Enfin, c'est une chose de mesurer l'efficacité d'un vaccin dans le cadre des essais cliniques, c'en est une autre de l'évaluer dans la vraie vie. Les premiers vaccins arriveront nécessairement au compte-gouttes, ce qui ne s'est pas passé comme ça. Ils seront donc réservés aux personnes à risque âgées de plus de 65 ans ou présentant des facteurs d'aggravation de la maladie, obésité, maladie chronique respiratoire, diabète. Or, cette catégorie de la population est sous-représentée, voire absente, dans les effets de phase 3. Il est tout à fait possible que l'efficacité soit moindre chez elle. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce qui est fait? Non mais sérieusement. Les personnes à risque sont moins représentées les personnes à risque sont moins représentées dans les essais de phase 3 et pourtant c'est celles qu'on a vaccinées en premier puisqu'on est dans la phase 3 et il est tout à fait possible que l'efficacité soit moindre chez elles. Par ailleurs, obtenir une efficacité jugée satisfaisante au bout de 3 ou 6 mois d'essais cliniques ne nous renseigne pas sur l'efficacité à plus long terme. Plusieurs spécialistes ont d'ailleurs pointé du doigt un risque non négligeable. Plus de 90% des candidats vaccins visent la même protéine, la Skype. Or, celle-ci est située à la surface du virus. Elle mute plus facilement que les protéines dites non structurales logées à l'intérieur du virus. Si cette protéine Spike mute, tous les projets vaccins qui la ciblent tomberont à l'eau. Voilà où on en est. Et tous les vaccins se développent autour de ça. Il y a un truc de business là-dedans qui est énorme et d'ignorance. C'est fou, hein? On pourrait se dire qu'après tout, même un vaccin faiblement efficace serait le bienvenu. Ben non, on ne peut pas se dire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un vaccin pour avoir un vaccin s'il est que faiblement efficace. C'est n'importe quoi. C'est délirant de pouvoir même écrire des choses comme ça. Si le virus se remettait à circuler autant qu'au printemps. Pourtant, des vaccins médiocres représentent un risque, soulignent plusieurs spécialistes dans une tribune publiée dans The Lancet. Le déploiement d'un vaccin peu efficace pourrait aggraver la pandémie de Covid-19. Si les autorités supposent à tort qu'il entraîne une réduction substantielle du risque ou si les personnes vaccinées se croient immunisées alors qu'elles ne le sont pas. C'est pas moi qui invente, hein. Là, c'est le cas de ce qu'on vit en ce moment. Un tel scénario affaiblirait en effet la mise en œuvre ou le respect des autres mesures du contrôle du Covid, qui pour certaines montrent une efficacité largement supérieure à celle des vaccins. Voilà, il reste 3. Mais j'ai du monde qui est arrivé, donc je vais interrompre la vidéo, j'en ferai une deuxième et peut-être une troisième. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as déjà de quoi réfléchir. Hein. Pour moi, tu sais, c'est toujours réfléchir, s'approprier pour apprendre à vraiment se positionner. On en a le droit et bien sûr, hein, ça fait peur, je sais, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport aux autorités, mais quand c'est abusif et manipulateur, on a quelque part le devoir de s'opposer, de se protéger et de protéger les autres. Je t'embrasse.